Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler visite inopinée, perquisition et garde à vue en entreprise avec Thomas Baudesson, associé chez Clifford Chance et également candidat au bâtonnat de Paris. Ce sera dans quelques instants. On évoquera ensuite le projet de loi de finances 2025 et les mesures concernant les entreprises avec Jean-François Defude, associé chez Del Sol Avocat. Et enfin, on parlera des Legal Operations avec Émilie Calam, fondatrice du cabinet Calam. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. On commence tout de suite ce Lex Inside et on va parler de la troisième édition du guide pratique des visites inopinées, perquisitions et garde à vue en entreprise avec un des co-auteurs, Thomas Baudesson, associé chez Clifford Chance et candidat au bâtonnat de Paris. Thomas Baudesson, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pourquoi un guide sur ce sujet? Alors, l'idée est venue d'un client qui a vécu il y a un peu plus de 20 ans, presque 25 ans aujourd'hui, une mauvaise expérience, un client qui n'avait pas l'habitude d'avoir des perquisitions et qui s'est trouvé face à des enquêteurs qui n'avaient pas prévenu de leur visite et incapable de savoir s'ils pouvaient leur demander leur carte d'identité, s'ils avaient le droit d'être là, s'ils avaient le droit de prendre des originaux. Enfin, toutes les questions qu'on se pose quand on n'a jamais été confronté à ce type de visite. Donc, aussitôt les enquêteurs partis, ce client m'a demandé de préparer un vade-mecum. Donc, on a préparé un vade-mecum, j'ai fait un certain nombre de présentations pour d'autres clients et de fil en aiguille, l'idée de publier un guide m'est apparue évidente et nous avons donc publié le premier guide en 2006 de mémoire. C'est la troisième édition, donc pourquoi une troisième édition ? Assez naturellement parce que la législation évolue. La dernière édition, la seconde, avait 10 ans. Et en 10 ans, un certain nombre de choses ont changé de manière assez significative. Et il fallait mettre à jour ce guide pratique pour tenir compte des nouveautés qui étaient intervenues depuis lors. À qui se destine cet ouvrage ? Principalement aux directions juridiques des entreprises, mais vous avez beaucoup d'entreprises qui ont des sites de production où il n'y a pas de juriste d'entreprise, donc c'était un peu l'idée de faire un guide pratique et non un guide juridique. C'est aujourd'hui, au fil des éditions, le guide est devenu un peu plus juridique qu'il l'était à l'origine, mais c'est un guide qui peut aussi bien s'adresser à des juristes d'entreprise qu'à des responsables de sites qui n'ont jamais fait de droit. L'idée étant de leur permettre, à l'arrivée des enquêteurs, en très peu de temps, parce que vous constaterez qu'il est fait d'un certain nombre de fiches pratiques. Vous avez une première partie générale et une seconde partie où, visite par type de visite, vous avez des fiches pratiques qui permettent... Avec des exemples concrets. Avec des exemples concrets et en l'espace de 10 minutes, on peut avoir un vernis, comprendre quelles sont les questions qu'on peut poser, les droits qu'on a et les obligations auxquelles on est contraint. Alors vous l'avez dit, le cadre législatif réglementaire a évolué largement depuis la première édition. Quelles sont les nouveautés de cette troisième édition ? Alors il y en a beaucoup, je n'en citerai que deux qui me paraissent importantes en matière de perquisition. La première, s'agissant des entreprises, a été introduite dans la loi Confiance. C'est l'article 56.1.1 qui permet dorénavant aux entreprises de faire, comme c'était la pratique en matière de concurrence, de mettre sous enveloppe scellée, de demander à ce que soient mis sous enveloppe scellée des documents dont les entreprises considèrent qu'ils sont couverts par le secret professionnel. Et il y a un renversement en fait, de l'initiative procédurale, puisque c'est à l'autorité saisissante de saisir le JLD pour déterminer si les documents qui sont dans l'enveloppe sont ou non couverts par le secret professionnel, et non l'inverse. Donc c'est une nouveauté importante. Deuxième nouveauté très importante également, c'est un arrêt qui a été rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 5 mars dernier, donc cette année, c'est très récent. Et de manière très intéressante, cet arrêt nous dit que ça n'est pas parce qu'un droit ne figure pas dans le Code de procédure pénale qu'il n'existe pas. En d'autres termes, dans cette affaire, on avait refusé à un avocat l'accès à une audience parce que sa présence à l'audience n'était pas prévue dans le texte. La Cour de cassation nous dit c'est pas parce que c'est pas dans le texte que l'avocat n'a pas à être présent. Et mutatis mutandis,
on peut considérer aujourd'hui que si on applique cet arrêt à la perquisition, eh bien, les avocats ont le droit d'être présents à côté de leur client lorsque leur client est soupçonné. Ça n'était pas le cas jusqu'à présent et c'est une évolution fondamentale. Alors, un autre point important, c'est la préparation à ces visites inopinées ou perquisitions. Comment les entreprises peuvent-elles s'y préparer? Alors, les entreprises aujourd'hui sont généralement bien préparées. Elles ont toutes mis en place, ou la plupart d'entre elles, des procédures avec des fiches pratiques. La difficulté vient souvent de ce que les enquêteurs ne préviennent pas. Donc, ils s'adressent à la réception qui est le premier contact. Or, la réception est souvent outsourcée, donc ça n'est pas nécessairement la réception de l'entreprise. Donc, les entreprises ont mis en place des procédures avec les personnes à contacter, la difficulté étant naturellement de tenir à jour ces procédures parce que les perquisitions, ce n'est pas tous les jours. Alors, quels sont les pièges à éviter lors d'une visite inopinée ou d'une perquisition, justement? Alors, les pièges à éviter, je dirais, le premier d'entre eux, c'est de ne pas être préparé. Le deuxième piège, c'est de ne pas tenir à jour sa liste, parce qu'on appelle l'avocat, le collaborateur qui a quitté l'entreprise, l'avocat n'est plus là, etc. Donc ça, donc tenir à jour les procédures. Deuxième piège, c'est se sentir dans l'obligation d'être complaisant à l'égard des enquêteurs. Bien souvent, les entreprises... Alors, il y a les entreprises qui sont régulées, qui ont un intérêt à être en bon terme avec leurs régulateurs, puis il y a des entreprises qui se disent moi, je n'ai pas envie de donner l'impression que j'ai quelque chose à cacher. Donc, par certaines formes de complaisance, elles sont tentées, ou un syndrome de Stockholm peut-être, de donner plus d'informations alors qu'elles ont des droits et que ces droits, il faut les respecter. Alors, il faut être prudent aussi, il faut les faire respecter d'une manière intelligente, c'est-à-dire avec diplomatie, mais fermeté. Donc ça veut dire qu'il faut coopérer, mais pas trop quand même. Exactement. Alors quels sont justement les droits et obligations des entreprises dans ce type de situation? Alors ça, ils sont extrêmement nombreux, ils figurent précisément dans l'ouvrage, mais en synthèse, les principaux. Les principaux droits, c'est demander aux enquêteurs déjà qui ils sont, en vertu de quels droits ils interviennent. Est-ce qu'ils interviennent sur pouvoir propre? Est-ce qu'ils interviennent en vertu d'une autorisation du juge? Demander avoir cette autorisation, demander à être assisté d'un avocat. Compte tenu de l'arrêt, la décision dont je viens de vous faire part, il n'y a pas de raison aujourd'hui de ne pas le demander. Ne pas hésiter, si on refuse ce droit, à faire figurer dans le procès-verbal qui sera établi à l'issue de la visite le fait que vous avez demandé à être assisté de votre avocat et que ce droit vous a été refusé. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Il ne faut pas hésiter à faire des réserves. En termes d'obligation, les entreprises ont l'obligation, par exemple, de donner des codes informatiques aux enquêteurs s'ils sont effectivement fondés à faire la visite, mais vous devez assister les enquêteurs pour leur permettre de prendre possession des documents qu'ils sont venus chercher. Bien sûr. Alors, on sait que dans les entreprises, il y a des informations sensibles, le secret des affaires, c'est important. Alors, comment protéger ces informations sensibles tout en coopérant avec les autorités de contrôle? Alors, il faut être vigilant. Il y a des mesures qui consistent à classer. Dans les directions juridiques, on s'efforce de classer. Vous savez que demain, probablement, la proposition de loi qui a été votée, qui confère une confidentialité des avis juridiques des entreprises, devrait, il faut en tout cas l'espérer, être votée en deuxième lecture. Lorsque ça sera le cas, évidemment, il faudra être discipliné et, si possible, classer tous les documents qui sont susceptibles d'être protégés dans des fichiers pour pouvoir les identifier facilement et les mettre ensuite dans des enveloppes. Quels conseils donneriez-vous aux chefs d'entreprise pour gérer ce type de situation de crise? Je dirais d'abord bien se préparer, mettre en place une procédure, identifier la personne qui sera l'interlocuteur des enquêteurs. Il est important de choisir quelqu'un qui à la fois connaît les droits, connaît les avocats, mais également en termes de personnalité, n'est pas une personne qui va antagoniser les enquêteurs. J'ai en mémoire une expérience douloureuse pour le client, où le client, qui était en l'espèce un directeur financier, parce qu'il n'y avait pas de direction juridique, avait décidé de ne pas aider cette enquêtrice de la DGCCRF, l'avait laissée dans un coin. C'était en province et à l'heure du déjeuner, il l'avait laissée sans même lui proposer un sandwich. Bref,
L'enquête avait pris un mauvais départ et un certain nombre d'enquêteurs, procureurs et juges d'instruction m'ont dit dans le passé qu'en ce qui les concernait, dans les 10 premières minutes, ils s'étaient fait une idée de l'orientation que prendrait toute l'enquête. Donc attention dès le départ. Dès le départ, parce que l'enquête démarre souvent par une perquisition. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud Dumouriez. On poursuit ce Lex Inside et on va s'intéresser au projet de loi de finances 2025 et aux mesures touchant les entreprises avec mon invité Jean-François Defud, associé chez Del Sol Avocats. Jean-François, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors le projet de loi de finances est actuellement débattu à l'Assemblée nationale. On va s'intéresser aux mesures qui touchent les entreprises. Quelles sont les principales mesures qui intéressent les entreprises aujourd'hui ? Aujourd'hui, effectivement, on est en cours de discussion sur le projet de loi de finances qui a été présenté par le gouvernement assez récemment, il faut le noter, puisque la présentation a été faite le 10 octobre dernier, donc finalement avec peu de temps pour en débattre. Et force est de constater qu'on est quand même dans un contexte assez contraignant, que ce soit sur le plan politique et le plan économique. Alors il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises, et évidemment, on va toucher tout type d'impôts et tout type de contribuables. Ça peut concerner les personnes physiques comme les sociétés, et plus particulièrement pour les sociétés, on va avoir la mise en place, et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, de contributions exceptionnelles, des sujets qui concernent la fiscalité internationale aussi, avec des commentaires complémentaires sur l'impôt minimum mondial de 15%. On va avoir des sujets sur la CVAE, on va avoir des sujets sur des opérations de haut de bilan, des augmentations de capital, réduction de capital, des précisions qui ont été apportées. Et puis le dernier point qu'il faut mettre en avant aussi, c'est des sujets concernant le contrôle. Le contrôle fiscal, on a toujours des dispositions qui concernent le contrôle dans les lois de finances. Et là, en l'occurrence, notamment des obligations déclaratives complémentaires, en tout cas plus élargies en ce qui concerne les dispositions d'ACCIS. Ce sont les dispositions qui concernent les dispositifs transfrontaliers considérés comme agressifs qu'on doit déclarer à l'administration fiscale. Et puis également sur certains secteurs d'activité particuliers, comme les plateformes numériques ou les crypto-monnaies. Voilà principalement les mesures qui vont concerner les entreprises. Et bien entendu, il y en a à côté, notamment pour les chefs d'entreprise qui sont aussi impactantes. Alors, on va s'intéresser à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. C'est une des mesures phares du gouvernement. Comment ça fonctionne ? Alors, effectivement, c'est une mesure phare. Mesure phare pour moi pour deux raisons principalement. Premièrement, dans la symbolique, puisqu'on va aller toucher quand même les résultats des grandes entreprises. Bien sûr. Et puis également phare parce que dans le plan de redressement des finances publiques qui est présenté par le gouvernement, cette mesure représente à minima 8 milliards la première année et 4 milliards la seconde année. Alors effectivement, comment ça va marcher ? Le premier point, c'est que cette disposition va être limitée dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde le projet qui a été présenté par le gouvernement, cette disposition ne s'appliquera que pour l'exercice clos à partir du 31/12/2024 et l'exercice suivant, c'est-à-dire qu'on aura un impact sur 2 exercices. Imaginons que je clôture au 31/12/2024, je paierai cette contribution sur mes résultats au titre de 31/12/2024, puis au titre de 31/12/2025, et après, normalement, la contribution devrait disparaître. Ça, c'est le premier point qui est important. Le deuxième point, pour bien comprendre comment ça fonctionne, c'est comme pour tout impôt, ça concerne qui ? Bien sûr. Quelle est la base, le taux et l'exigibilité, qui sont les caractéristiques d'un impôt. Alors, ça donne quoi ? Qui ça concerne ? Ça concerne les grandes entreprises, puisque c'est les entreprises qui vont réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros en France. D'accord. Avec des règles particulières s'il y a une intégration fiscale ou pas, mais c'est l'idée de grandeur qu'il faut retenir. En ce qui concerne la base, c'est une contribution, donc ça va s'appliquer sur l'impôt sur les sociétés payé par les sociétés concernées par le dispositif. D'accord ? Donc c'est l'impôt payé quel que soit le taux, 25, 19, 15, même 10% pour la propriété intellectuelle, bien sûr avant crédit et réduction d'impôt, et ça constituera la base en fait d'imposition pour la contribution. Sera appliqué ensuite un taux, et ce taux sera fonction en fait de 2 critères. Un premier critère, c'est la taille de la société, et le deuxième critère, c'est l'exercice concerné. D'accord. Pour faire simple, on va avoir les sociétés qui ont un chiffre d'affaires compris entre 1 et 3 milliards, pour lesquelles la première année, le taux appliqué sera de 20,6%, et puis la deuxième année de 10,3%. Et quand la société dépassera 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le taux sera double, ce sera 41,2%, et puis la deuxième année, 20,6%. D'accord. Juste pour faire le parallèle, un taux de 41,2% sur l'IS payé par une société, en fait, ramènerait
mathématiquement son taux effectif d'imposition à l'IS à plus de 36%. Ça, c'est une donnée qui est intéressante. On a à la base le taux, l'exigibilité. Je vais effectivement payer cet impôt au moment de la liquidation de l'IS, c'est-à-dire le 15 du 5e mois qui suit en fait la date de clôture, 31/12/2024, ça sera au 15 mai. D'accord. Pas déductible, donc à réintégrer fiscalement, extra-comptablement. Alors, une autre mesure phare, c'est le report de la suppression de la CVAE. Alors, sur le report de la suppression de la CVAE, eh ben, on retrouve le même dispositif qu'on a eu dans la loi de finances pour 2024. C'est-à-dire qu'au départ, la volonté des précédents gouvernements, c'était de supprimer la CVAE au titre de 2024. Puis ça a été repoussé en 2027 dans la loi de finances pour 2024. Et là, c'est repoussé une nouvelle fois de 3 ans pour aller jusqu'en 2030. Sachant que tous les mécanismes qui sont associés autour de la CVAE, baisse de taux l'avant-dernière année, puis la dernière année, évidemment, tout est repoussé de 3 ans, c'est-à-dire que ça embarque en fait tout le mécanisme 3 ans plus tard. Alors, il y a un certain nombre de mesures spécifiques à certains secteurs. Je pense également à l'agriculture. Pouvez-vous nous en parler? Alors, l'agriculture, c'est intéressant parce que quand on regarde le projet de loi de finances, on a quand même énormément de mesures en termes de nombre. D'accord? Et on ne va pas toutes les détailler, évidemment, mais je pense qu'il y a 4 grandes catégories pour l'agriculture. On peut les catégoriser en 4 grandes catégories. La première catégorie, c'est faciliter la transmission auprès des jeunes agriculteurs. La définition juridique du jeune agriculteur, en fait, évolue un petit peu pour savoir qui est jeune et pas jeune. Ce n'est pas quelqu'un qui est jeune, mais c'est évidemment quelqu'un qui a une première activité ou une première acquisition. Bien sûr. Donc, dans le cadre de cette transmission, tous les dispositifs d'exonération de plus-value pour le cédant sont aménagés et élargis. Ça peut concerner exonération en fonction du chiffre d'affaires, exonération pour départ à la retraite ou exonération en fonction de la valeur des actifs cédés. D'accord? Ça, c'est le premier point. Un deuxième point va concerner quelques dépenses qui deviendront déductibles. On pense aux dépenses pour épargne de précaution, D'accord, pour faire face aux aléas climatiques ou sanitaires. Et puis, très spécifique, les dépenses liées à l'augmentation de valeur des stocks de vaches. Mais là, on est vraiment sur un point particulier. Troisième point, troisième catégorie, c'est taxes foncières. Les agriculteurs bénéficient sur les propriétés non bâties d'un abattement sur les terres agricoles, principalement. Cet abattement va passer de 20 à 30%. Et le dernier point, c'est le régime d'imposition auquel ils peuvent prétendre, puisque les seuils pour bénéficier du micro-BA, du régime simplifié ou du régime réel normal, en fait, évoluent. Et je peux donner un exemple pour les groupements agricoles. Le seuil pour bénéficier en fait du micro-bénéfice agricole va passer de un peu plus de 91 000 à 120 000 euros. Bon, on voit qu'il y a des mesures importantes qui concernent les agriculteurs. Intéressons-nous maintenant aux TPE-PME. Quelles sont les mesures spécifiques qui sont contenues dans le projet de loi de finances? Est-ce qu'il y en a déjà? Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler de mesures spécifiques pour les TPE-PME, puisqu'évidemment, il n'y a pas de disposition qui les concerne directement et exclusivement ce type de société. Par contre, bien évidemment, elles vont être soumises aux contraintes d'application générale. On parlait tout à l'heure du report de la suppression de la CVAE, alors, principalement pour les PME, compte tenu des seuils d'imposition. On peut parler du malus automobile, on peut parler de la TVA si la société ne peut pas récupérer la TVA, l'augmentation de la TVA par exemple sur les abonnements énergie. Donc tout ça, bien sûr, ça va les impacter. Et je crois que le dernier point qui est intéressant, c'est ce qu'il y a, mais surtout ce qu'il n'y a pas. Je donnerai juste un exemple. Il y a un dispositif qui intéresse particulièrement mes clients PME, c'est le crédit d'impôt innovation. Parce que c'est un dérivé en fait du crédit impôt recherche, mais finalement qui est plus souple et qui s'adresse plus à ce type de société. Ce crédit d'impôt en fait est aujourd'hui applicable pour toutes les dépenses engagées jusqu'au 31/12/2024 et malheureusement il n'a pas été reporté. Donc on voit qu'indirectement il y a quelques mesures qui les touchent quand même tout particulièrement. Alors peut-être pour finir, quelles sont les mesures prévues sur les rachats d'actions par les grandes entreprises? Alors là, effectivement, on a encore une mesure qui est ciblée, qui est fléchée vers les grandes entreprises et qui va concerner une opération un peu particulière qui est réalisée par ces entreprises. C'est le rachat d'actions par la société elle-même, de ses propres actions, puis une réduction de capital à hauteur des actions autodétenues. D'accord. Ça, c'est un mécanisme qui leur permet d'avoir des avantages principalement économiques. Et là, le gouvernement a mis en place une nouvelle taxe. D'accord. Et cette nouvelle taxe va être appliquée, en fait, lors de la réalisation de ces opérations. Alors, encore une fois, qui est concerné? La base, le taux d'éligibilité, plus d'1 milliard d'euros. La base, c'est la valeur de réduction de capital plus une fraction des primes d'action. Le taux, 8%. Et l'exigibilité, le mois suivant le mois de réalisation de l'opération, puisque ce sera déclaré sur les déclarations TVA. Très bien, on va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Mais je vous en prie.
On poursuit ce Lex Inside et on va parler Legal Operations avec Émilie Calam qui vient de faire un ouvrage sur le sujet, premier ouvrage en France sur le sujet, édité chez LexisNexis. Émilie Calam, bonjour. Bonjour Arnaud. Pourquoi la fonction Legal Operations est-elle en train de transformer le métier de juriste d'entreprise ? En fait, c'est pas la fonction de Legal Operation qui vient transformer le métier de juriste d'entreprise. Je dirais que c'est plutôt l'incarnation de différentes mutations technologiques, économiques, structurelles du monde économique qui vient s'impacter et se répercuter au sein des directions juridiques et qui vient s'incarner sous la forme de cette personne en charge des Legal Operations qui va avoir vocation à optimiser le fonctionnement, à travailler de façon différente, à modifier les pratiques de travail. Et donc, c'est plutôt l'agent du changement. Alors, quels sont les principaux défis qui se posent aux équipes juridiques aujourd'hui et comment les legal operations peuvent être une solution pour relever ces défis ? On est sur une période de contracture économique, comme on le dit, depuis plusieurs années. En réalité, ça n'est pas vraiment nouveau. En revanche, depuis 2 ans, on assiste à une mutation du monde professionnel, notamment avec l'émergence de l'intelligence artificielle, qui s'est traduite sur plein de métiers, plein de secteurs et de vecteurs différents, auxquels les directions juridiques, évidemment, n'échappent pas. Par ailleurs, c'était un des derniers départements à faire un peu sa mue, puisque les fonctions RH, les fonctions finance, y sont passées également avant nous. Et donc, le Legal Operation Manager va être la personne qui va venir rationaliser le fonctionnement, rationaliser les méthodes de travail. Et puis, dans un monde où on va faire porter à la direction juridique un certain nombre de sujets qui sont accumulés ces dernières années, on a bien vu avec le contract management, la compliance, la data protection, la RSE ces derniers temps, ça n'est pas venu à périmètre, enfin c'est resté à périmètre constant, plutôt ça n'est pas venu avec un surplus de ressources ni humaines ni financières, ce qui donne à la direction juridique un volume de travail qui devient de plus en plus difficile de traiter et qui devient en ce moment absolument impossible de traiter à périmètre constant. Et puisque le périmètre constant est financier et humain, n'a pas l'air d'être évolutif, reste l'angle de l'évolution des pratiques de travail. Et ça, c'est la personne en charge du Legal Operation qui va venir mettre en place des process, mettre en place de la digitalisation, de l'intelligence artificielle pour venir répondre à ce changement et repositionner la direction juridique sur un niveau qui est beaucoup plus stratégique et qui est beaucoup plus aligné avec les objectifs globaux et commerciaux de l'entreprise. Quels sont les outils qui sont utilisés dans les legal operations ? Alors, il y a plusieurs types d'outils, évidemment, et en fait, quand on dit outils, on entend tout de suite quelque chose de très tangible et très matériel, comme des outils digitaux. Alors, évidemment, ça, c'est le cas, c'est le sommet de l'iceberg, si je puis dire, que tout le monde envisage. On parle beaucoup des sujets de CLM, qui sont les outils de Contract Life Cycle Management, qui sont pas tout à fait décorrélés des CRM, qui étaient les outils de gestion de relationship management pour les personnes commerciales. Et donc, on arrive à une centralisation de la donnée et commerciale et juridique à travers ces outils qui fusionnent, ou en tout cas qui s'interconnectent. Il y a des outils d'e-discovery, il y a des outils de signature électronique, évidemment, on a tous découvert. Et puis, au-delà de ces outils purement technologiques et d'intelligence artificielle, évidemment, il y a les sujets purement processuels et organisationnels de fédération du changement et de mobilisation de l'écosystème juridique, mais plus particulièrement de la direction juridique dans laquelle il se trouve, pour venir faire émerger cette modification des pratiques de travail. Et on le voit si on discute un petit peu avec les juristes d'entreprise, certains sont très moteurs et très partants, certains sont plus un peu attentistes, et puis il y a aussi une partie de gens qui sont un petit peu anxieux et qui ont un petit peu peur de voir comment les choses vont évoluer, et c'est tout à fait compréhensible, et ça, à travers cette incarnation de la fonction, on va venir porter un projet, et un projet de quelle sera la direction juridique de demain. D'accord. Alors, vous avez cité l'intelligence artificielle. On sent que c'est au cœur de beaucoup de projets aujourd'hui, que ce soit dans les directions juridiques et les cabinets d'avocats. Quel rôle joue pour vous l'intelligence artificielle ? C'est un outil incroyable. C'est une révolution. C'est une révolution innommable, au même titre qu'on est passé du papier, alors pas moi, parce qu'à l'époque j'ai connu directement l'ordinateur, mais on est passé du papier à l'ordinateur, c'était déjà une première révolution. Ensuite on est passé à des outils de recherche en ligne, par exemple, quand à l'époque, et ça je l'ai connu pour le coup, on mettait à jour les juristes classeurs, et bien là c'est la nouvelle évolution encore qui vient se mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on le sait et on le pressent, et la directrice juridique de Mistral par exemple le dit, c'est un nouvel outil qu'il va falloir
adopter et sur lequel il va falloir se former au même titre que Google, au même titre que les outils de recherche juridique et sur lequel on va venir s'appuyer. Ça va être un accélérateur, ça va pas être un remplacement, mais ça va nécessairement impacter les façons de travailler et de collaborer aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir former les générations de demain qui sont actuellement à l'université, former les juristes aujourd'hui qui sont en entreprise, former également les plus anciennes générations qui vont devoir également prendre ce tournant. Comme je dis souvent, le tournant, il est là. La question, ça va être de savoir si on prend le virage avec ou si on va dans le mur. Alors, l'humain est aussi important, hein, vous l'avez dit, les legal operations sont là aussi pour mettre à jour les process, créer de l'huile dans les rouages, entre guillemets. Comment les legal operations peuvent-ils améliorer la coopération entre l'ensemble des directions, pas simplement la direction juridique, mais l'ensemble des directions ? Alors, je dis souvent no man is an island, et donc on ne peut pas vivre seul, particulièrement dans une entreprise. Et quand on est direction juridique, on s'insère dans un tout qui est beaucoup plus grand que juste la direction juridique. Jusqu'à présent, on était en revanche assez, si ce n'est siloté, en tout cas, de ce que j'ai constaté, on avait des relations qui étaient très privilégiées avec le business et avec les directions commerciales, un peu moins avec les autres départements. Or, là, on est vraiment dans un moment où il va falloir ramifier la direction juridique avec les autres départements, avec les RH, avec la finance, avec le contrôle de gestion, le business évidemment, et très largement la DSI. Et aujourd'hui, personne dans la direction juridique n'a un rôle qui soit suffisamment transverse pour être en capacité de venir interagir avec l'ensemble des départements qui sont suscités. Or, l'ensemble de ces départements-là ont eux-mêmes leur propre process, et si on veut que ça s'inscrive dans ce qu'on appelle les process end-to-end de l'entreprise, il faut bien que les process pensés au sein de la direction juridique, qui ont nécessairement des répercussions en amont et en aval, soient intégrés auprès des process qui sont définis au sein des autres départements. Et donc le Legal Operation Manager, il a vocation à créer, rationaliser les process de la direction juridique, mais évidemment les interconnecter aussi avec les autres. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il évolue dans ce qu'on appelle un cadre des ops de façon générale, puisqu'il y a des HR ops, il y a des rev ops, il y a des dev ops, des sales ops. On était un des seuls départements en réalité à ne pas avoir de legal ops. Quelles sont les compétences requises pour être Legal Operation Manager ? Alors, il y en a plusieurs. La toute première, je dirais qu'il faut une grosse appétence sur le sujet. C'est absolument indispensable, mais ça n'est pas suffisant. Il faut avoir une capacité à se former en autonomie, puisque aujourd'hui il n'y a pas encore de formation complète qui est émergée sur le marché, à part une à l'EDEC chez Christophe Rocky, dont j'ai des très bons échos, qui permettent d'envisager ce sujet-là, mais qui est étiqué un diplôme certifiant. Mais il va falloir aller chercher, en plus de ça, d'autres compétences que vous pouvez trouver dans des diplômes universitaires, des masters, des cours en ligne, des MOOC. On est quand même à une époque où, globalement, l'accès au savoir est très libéré, et donc il y a une possibilité de se former quand on le souhaite. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Et ensuite, il faut avoir un tropisme très particulier avec le rapport à la technologie et donc aussi aux chiffres par ailleurs. Et ça, c'est pas forcément le cas de tous les juristes, et c'est pour ça que ce n'est pas le poste idéal pour l'ensemble des personnes qui sont en direction juridique. En revanche, si vous avez cette petite appétence, cette envie de servir le département autrement en mettant à profit vos compétences juridiques, puisque je crois intrinsèquement que quand on a expérimenté la vie en direction juridique, on résout les problèmes de façon autre, et bien du coup vous êtes probablement un très bon candidat pour ça, mais il faut absolument que la personne bénéficie d'une formation et d'un accompagnement, d'un titre et d'un rattachement au plus haut niveau, c'est ce que j'évoque dans mon livre, pour que la formule prenne, puisque la formule ne prendra pas uniquement par la personne LegalOps, mais également par sa perception vis-à-vis du reste du département juridique et des opérationnels dans les autres départements. Bon, on va conclure là-dessus. Maintenant, on sait tout sur les Legal Operations. Merci, Émilie Calam. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change pour un nouveau numéro de Lex Inside.